de problèmes qui faisaient que notre président national soit retenu à la Cour pénale internationale. Il y avait la première accusation qui lui avait été faite, celle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Sur ces volets-là, le président national avait été acquitté. Sur le second volet, celui de la subordination, évidemment, l'affaire est encore pendante. L'affaire est encore pendante, c'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas encore eu une décision définitive et irrévocable, la CENI n'était pas en droit de pouvoir prendre une décision en se fondant sur cette affaire. Donc, nous avons de bonnes raisons de penser que la décision qui a été prise par la CENI à l'égard de notre président national ne pouvait avoir qu'un soubassement politique. Et que si, du fait de l'appel introduit par notre président, si réellement la Cour constitutionnelle, elle est vraiment indépendante, nous avons de bonnes raisons de penser que notre président national, sa candidature sera validée et il sera notre candidat pour les prochaines élections, pour lesquelles, je vous l'ai dit, au regard de l'engouement suscité par son acquittement au niveau du pays, nous sommes bien placés pour pouvoir remporter ces élections. Ne vous fatiguez pas, continuez à nous soutenir, et je pense que vous ne serez pas décidé. Ok, merci. Vous dites la dynamique, oui. Voilà, d'accord. Je crois que Kevin va faire une présentation de la dynamique. Dynamique Jean-Pierre Bemba, président. Alors voilà. Alors je vais juste faire voir la vision de la dynamique Bemba président. C'est une structure sous tutelle du MLC qui a été créée sous le MLC par plusieurs jeunes dans le monde, parce que c'est une structure qui est présente partout. L'idée a été créée en États-Unis par Andy Bemba, qui est le coordonnateur national de la dynamique Bemba président. La vision de la dynamique, c'est plus, comme je l'avais dit auparavant, être inclusif, dans le sens où aujourd'hui, si Bemba devient président, j'aime pas trop le terme si parce que c'est du conditionnel. Donc étant donné qu'on est engagé dans un combat où on sait qu'on sortira vainqueur, je préfère dire quand il sera président. Il sera président pas seulement du MLC, il sera président de tout le Congo. Et c'est pourquoi la dynamique, notre rôle, on se met dans la peau des commerciales. Il y en a qui connaissent des agents commerciaux, donc on vend notre produit. Et notre produit, c'est Jean-Pierre Bemba. Et on va le soutenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il accède à la magistrature suprême. Donc c'est ça la vision. Et on n'a pas de couleur dans la dynamique, peu importe les couleurs politiques des gens, peu importe les partis politiques, la dynamique c'est Bemba président. C'est ça notre seul objectif. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a créé la dynamique et c'est dans ce sens-là qu'on est en train de mettre en place des moyens et des stratégies de communication pour vulgariser la candidature de notre président. Et on sait qu'avec l'énergie que nous avons, avec toutes les stratégies que nous mettons en place, nous allons remporter cette victoire haut la main. Donc voilà pour parler un peu de la dynamique. Nous disons Amen. Nous sommes contents parce que nous voulons réellement voir Jean-Pierre prendre vraiment la direction de ce pays-là, parce que vraiment
nous sommes fatigués de celui qui est là. Nous ne voulons plus que le pays soit occupé. Nous voulons vraiment, en tout cas, que les étrangers puissent nous laisser notre pays pour que nous puissions le gérer nous-mêmes. En fait, selon juste notre programme, il était aussi question de parler du portrait, brosser le portrait de Jean-Pierre Bemba. Qui est Jean-Pierre Bemba? Si Guy pouvait peut-être le faire, alors on demandait de le faire. Je crois que Guy peut le faire, je crois que c'est mieux. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, je vais profiter de l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le président. Donc, c'est le moment de le connaître un peu. On va faire une petite biographie. Donc, Jean-Pierre Bemba Gombo est né le 4 novembre 62 à Bokanda, dans la région du sud Ubangi. Il a fait ses études secondaires au collège Boboto à Kinshasa. Donc, je pense que parmi nous, il y en a quand même ceux qui connaissent le collège Boboto. Et ses études supérieures, il a fait à Bruxelles, en Belgique. Il est licencié en sciences commerciales et consulaires. Après ses études, il a travaillé dans plusieurs entreprises familiales. Donc, je peux citer une, dans la société commerciale industrielle Bemba, ceux qui le connaissent. Il est le fils de Jano Bemba Saolona, homme d'affaires et président de l'Association nationale des entreprises du Zaïre, ANESA à l'époque, la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre des commerces et d'industrie. En 1997, il s'est exilé lors de la prise du pouvoir de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, menée par Laurent Désiré Kabila. Et en 1998, il a créé le Mouvement de libération du Congo, en sigle MLC. Il fut nommé le 30 juin 2003 vice-président en charge de l'économie et finances du gouvernement des transitions dans le cadre du processus de paix. Il a été candidat à la présidentielle d'octobre 2006. Il est arrivé au premier tour à la deuxième place derrière Joseph Kabila, avec plus de 20% des suffrages exprimés, soi-disant. Donc, on ne peut pas rentrer vraiment en détail. Bon, nous tous ici, on connaît un peu la suite. Il s'est présenté comme le fils du pays par rapport à son opposant Joseph Kabila, traité d'étranger, d'enfant illégitime dont on ignore ses origines. Le 21 août 2006, alors que Jean-Pierre Bemba est accompagné d'ambassadeurs de pays membres du Comité international d'accompagnement de la transition, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Belgique, ainsi que les chefs de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo et du diplomate américain William Swing, sa résidence est bombardée par la garde présidentielle. Jean-Pierre Bemba est élu sénateur lors le 19 janvier. Depuis octobre 2006, il décide de mener une opposition républicaine. Jean-Pierre Bemba a quitté la République démocratique du Congo le 11 avril 2007 pour se rendre au Portugal en soins médicaux, car il a été blessé à la jambe lors des multiples agressions qu'il a connues. Arrêté le 25 mai 2008 à Bruxelles sur mandat émis par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les troupes du MLC en Centrafrique, où elles étaient appelées au secours du président Ange Félix Batassé, attaqué par les milices de Bozézé. Bozézé, merci. Le procès de Jean-Pierre Bemba a débuté à La Haye le 22 novembre 2010 et
s'est terminé le 13 novembre 2014. En attente de sa sentence, il est aussi accusé et jugé dans un deuxième procès pour subordination des témoins, dans le cadre de son procès. La Cour pénale internationale l'a condamné à 18 ans d'emprisonnement le 21 juin 2016. Le 28 avril 2016, Jean-Pierre Bemba va en appel contre cette condamnation de 18 ans d'emprisonnement en réclamant un procès équitable. Mars 2017, Bemba est condamné à 1 an de prison ferme et 300 000 € d'amende. Le 8 juin 2018, il est acquitté après que sa condamnation en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, après avoir purgé par erreur 10 ans de prison. Président Bemba est le gardien de la nation congolaise livré à la merci des pilleurs. Le 13 juillet 2018, MLC a désigné candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba est rentré en RDC le 1er août 2018 après 11 ans d'absence. Il fut empêché de se rendre dans sa résidence jugée proche du palais présidentiel. Le 24 août, la CENI a invalidé sa candidature croyant qu'il était condamné pour subordination. Jean-Pierre Bemba est un homme sympa. Vraiment, nous sommes très fiers d'appartenir à cette famille politique qui tient au bonheur des Congolais. Déterminé, Jean-Pierre Bemba poursuit sa désemparée, le juste combat pour l'alternance et la tenue des élections crédibles, démocratiques, inclusives et transparentes. Je vous remercie. Merci Kevin. On vous maintenant de diriger peut-être le débat. Alors, merci d'abord. Pour la deuxième partie, donc ça sera la partie des questions-réponses. Je sais qu'il y a certainement des gens qui se posent des questions concernant le président Jean-Pierre Bemba. Il y a un micro qui peut circuler dans l'assistance et vous pouvez poser librement vos questions. Donc, nous sommes disposés à répondre à toutes les questions qui ont rapport avec le MLC ou rapport avec le président Bemba. Donc, je ne sais pas si le micro il est là. Il y a quelqu'un. Alors. Ah oui. D'accord. Vous présentez et puis poser votre question, vous pouvez monter. Oui, moi je suis Max Moulengo. Donc j'ai une question. Alors, qu'est-ce que vous pensez du rapprochement douté de Caméré dans l'organisation MLC? Puisqu'on dit que c'est un homme rusé, parce que j'ai aussi compris, puisqu'il ne faut pas avoir une tache dans ce drapeau-là. Donc ça, c'était ma question. Alors, deuxième question, pour chasser les occupants, que préconisez-vous au juste? Puisque là, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce que MLC compte faire pour chasser les occupants? Parce que vous avez parlé de SADC, tout ça là. Bon, quel rapprochement entre MLC et SADC? Est-ce que vous contactez SADC directement? Je ne sais pas. Bon, ça c'était ma question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors,
on voulait prendre toutes les questions directement. Comme ça, on va répondre une fois pour toutes pour l'ensemble des questions qui seront posées. Je ne sais pas s'il y a encore des questions qui sont dans l'assistance. Il n'y a pas de questions. Là, au fond, il y a une question. Merci. Merci, Serge. Bonjour, c'est Tania. Ma question est que vous avez parlé de la création du MLC depuis 2003. Et depuis 2003, je sais, non, c'était depuis 98, il y avait déjà existence du MLC. Et là, nous sommes en 2018, donc ça fait déjà pas mal de temps que Bemba est face à l'actuel président, comme vous avez dit, c'est l'occupation. Et d'une part, j'avais entendu parler du traité par rapport, je ne sais pas si c'est le traité par rapport aux Nations Unies. Maintenant, ma question est que vous puissiez établir le lien entre ce que les Nations Unies peuvent faire face à un président patriote et est-ce qu'il faut organiser les élections. Un président, l'organisation des élections entre le pouvoir d'occupation et le patriote Bemba. Merci beaucoup pour la question. Il y a une autre question dans la salle. Une question? Alors, Stallone. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je m'appelle Stallone. Donc, j'avais des trois questions à poser parce que de la base, je suis apolitique. Je me suis intéressé par rapport à ça, par rapport à la situation de notre pays, comme ça se passe mal. Donc, si on ne s'occupe pas de notre politique, donc je pense que le pays va partir un peu en cacahuète. C'est un petit peu le terme que je voulais dire. J'avais une question à poser déjà, premièrement. Qu'est-ce que le mouvement de la libération du Congo, le MLC, peut apporter par rapport à la jeunesse congolaise, déjà des 1, et puis des 2, qu'est-ce qui nous garantit aussi? Ça nous garantit quoi? C'est quoi la garantie par rapport à la formation, par rapport à l'éducation nationale? Moi, je m'occupe souvent, je suis surtout focalisé par rapport à la question sur la jeunesse congolaise, en fait. Qu'est-ce qui nous garantit la partie MLC pour la jeunesse congolaise, l'éducation nationale, la formation, tout ce qui est embauche, création d'emplois aussi. Ça, c'est important pour la jeunesse congolaise. Donc, moi, c'était ça ma question. Vous appelez comment? Kabamba Stallone. Merci beaucoup, Stallone. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions ou il reste encore une question dans la salle. Peut-être après. Ok, parfait. Bon, on va déjà procéder par... pardon. On va déjà répondre à la première question. Donc, oui, la première question que notre camarade vient de poser à propos de rapprochement entre Bemba et Kamere. C'était ça, mais vous n'êtes pas présenté. Présentez-vous. Moi, je m'appelle Max Moulengo. Max Moulengo, ok. Monsieur Max Moulengo, la conception du MLC, et surtout notre président Jean-Pierre Bemba, depuis sa sortie de la prison, il a une autre façon de voir des choses maintenant. Jean-Pierre Bemba n'est plus Jean-Pierre Bemba de 1+4. Maintenant, nous avons entamé une nouvelle heure. Ça veut dire que
on considère maintenant Jean-Pierre après la sortie de ce pays. Et si vous avez suivi bien, au cours de ces interventions, Jean-Pierre Bemba a brandi une posture tout à fait éloquente, mais à l'intérieur, on ne connaît pas encore le contenu de ces idées, mais nous avons quand même un peu des idées jaillissantes étant que militants, parce qu'on apprend toujours. Qu'est-ce que Jean-Pierre a dit? Il a prononcé, d'après sa conception des choses maintenant, que MLC doit s'ouvrir à tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous n'allez pas attendre d'ici sur cette conférence que nous allons créer des confusions, des divisions. Parce que nous respectons quand même l'optique, l'idéologie du MLC. Parce que nous suivons maintenant les orientations et la conception de notre président. Donc, tout ce qui est l'approchement de toutes ces parties-là, que ce soit des sociétés civiles, que ce soit des Congolais à l'étranger, Jean-Pierre nous a fixé cap, rassembler tout le monde. Parce que nous visons maintenant la conquête du pouvoir. Et on ne le fera pas seulement avec des divisions. Donc, on est soumis maintenant pour travailler avec tous les fils et les filles du pays. Quelles que soient les rumeurs, quels que soient les comportements de chacun ou de chacune qui ressort des différentes tendances de partis, nous n'allons pas rentrer là-dedans. Ce que nous demandons ou reprochons au système actuel, c'est quoi? C'est d'organiser les élections dignes de ces noms, au nom de la démocratie, et on va nous mettre tous en compétition. Mais ce n'est pas encore un acquis, les amis. La démocratie, c'est une école d'apprentissage. Nous, on est là, étant que MLC, on est là pour faire en sorte que notre président soit gagnant. On peut pas être, on est là vraiment dans la positif. On ne peut pas être dans la négativité. 10 ans de prison, il a compris beaucoup de choses. Donc moi je pense qu'avec cet élan-là, nous allons faire confiance à notre président et à notre parti. Voyons les choses de cette façon-là, chers amis, et que nous allons avancer petit à petit, au pas, jusqu'à la conquête, à la réussite du pouvoir pour servir notre pays et les fils et les filles de notre pays qui ont tant souffert autant. Merci. Vous pouvez compléter? Oui, je voudrais juste souligner le fait que Vital Kamerhe, c'est un leader politique réellement dans notre pays. Il a des assises, il a une base très forte dans le contexte actuel où nous tenons à une vraie alternance dans notre pays. Je pense que les apports de tout un chacun est nécessaire. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons, d'abord ça va dans la philosophie politique de notre président national, qui déjà, à partir de son lieu de détention, avait déjà préconisé une certaine ouverture à notre parti politique. Je crois que ça répond beaucoup plus à cette préoccupation et surtout du fait que Vital Kamerhe, c'est un véritable homme politique dans notre pays que nous ne pouvons pas réquiser. Alors, je voudrais répondre aussi, c'était juste une précision que je voudrais apporter pour compléter à la réponse que vous avez été donnée par le premier vice-président Jean-Marie Boyo. Pour répondre à la deuxième question qui nous avait été posée par notre sœur ici présente, je crois que c'est vous qui avez posé la question. C'est madame. Alors, vous voudrez savoir qu'est-ce que nous préconisons pour chasser les occupants. Ça, c'était moi. Ah, c'est toujours moi. Oui, c'était la deuxième question. Oui, M. Max Mouleno. Les occupants et puis les rapprochements SADC-MLC.
Bon, écoutez, nous, étant que parti politique, vous savez, le MLC était d'abord un mouvement politico-militaire à l'époque. Nous nous sommes mués maintenant à un parti politique républicain, c'est-à-dire respectueux des institutions. Des accords ici de Sun City, il était clairement indiqué, et cela fait partie d'ailleurs du préambule de notre Constitution, qui voudrait qu'aucune force politique ne pouvait plus opter pour l'option militaire dans la recherche de la conquête du pouvoir. Nous nous inscrivons dans cette ligne. Nous pensons que si nous devons mettre fin à l'occupation dans notre pays, cela ne devrait que se faire et par des moyens pacifiques et à travers des élections libres, transparentes et démocratiques. Et c'est ça qui justifie l'essence de notre combat. Quant au rapprochement avec les SADC, vous savez, lorsque vous parlez de l'occupation, c'est-à-dire, vous présupposez que nous sommes dans une situation où il y a eu des forces étrangères qui occupent une partie de notre territoire ou influent sur le fonctionnement des institutions de notre pays. Je crois que nous partageons le même avis là-dessus. Mais comprenez que toutes les révolutions qui se sont faites dans le monde, aucune révolution n'a été rendue possible sans apport extérieur. Aucune révolution. La France, il fallait que les Américains viennent aider les Français, les Britanniques, tout ça. Nous pensons que, en mobilisant la communauté internationale à la cause de notre pays, ce n'est que de cette manière-là que nous avons réussi à mettre dehors tous ces occupants afin d'asseoir une vraie démocratie dans notre pays. Je ne sais pas si vous avez trouvé satisfaction. Oui. Merci beaucoup. Merci. Nous pouvons maintenant répondre à la troisième question de M. Kabamba. La dame. Ah, c'est la dame? La dame. Oui, voilà. Qu'est-ce que le mouvement de libération du Congo peut apporter à la jeunesse? Bon, alors, mais donc, on passe d'abord à... Votre question, il y a une question? Oui, je crois qu'il y a les élections maintenant avec l'ONU. C'est que... Non, c'est oui, c'est mademoiselle qui a la durée. Non, ma question était que depuis la fondation du MLC La durée. Et jusqu'à présent, face à tout ce que la République a connu, le pouvoir d'occupation et les organisations de l'élection d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr de l'apport que le MLC va encore apporter actuellement? Oui, mademoiselle, je pense que certainement, puisque sinon on ne serait pas là. Sinon on ne serait pas là. Le MLC, c'est une force, c'est une réalité politique dans notre pays qui influe sur des milliers de Congolais. Sur des milliers de Congolais, c'est-à-dire, le vrai combat, c'est d'abord dans la conscientisation de tous les Congolais. Dès lors qu'un grand nombre possible de Congolais est sensibilisé dans la cause de la défense des intérêts du pays, je crois que ce sera déjà la première victoire. Et là-dessus, mademoiselle, je ne sais pas si vous vous rendez très régulièrement au Congo. Je crois que les MLC, dans les paysages politiques de notre pays, aujourd'hui, est une réalité. Comprenez que lors des élections de 2006, les MLC était la deuxième force politique. N'eût été le gouvernement de notre président, je crois qu'en 2011, nous serions encore une deuxième force politique. Et la particularité du MLC, c'est qu'en dépit de l'éloignement de notre président national, le MLC n'a pas faibli comme force politique. Nous continuons, ce qui n'est pas le cas
nous savons que tous les autres, c'est-à-dire le MPR est parti avec Mobutu. Le PPRD, je ne crois pas qu'il allait survivre avec Kabila, je ne crois pas. Mais le MLC, c'est une force qui n'est plus liée forcément à la vie de son président national. Il nous l'a dit dernièrement au cours de la rencontre que nous avons eue en Belgique, qu'un jour peut arriver que je parte, mais il faudrait que ces idéaux, ces pensées politiques se perpétuent, continuent. Donc c'est une force politique, soyez-en rassurés, madame. Là encore. Et sur laquelle vous pouvez compter. Je ne sais pas si vous avez trouvé satisfaction à cette réponse. Je peux dire que d'une part, j'ai trouvé satisfaction, mais ce que je pouvais voir, c'est par rapport, parce que quand on fait par exemple le bilan depuis des élections de 2006, comme vous avez dit, que vous avez pas mal gagné, vous étiez en deuxième position, et actuellement, même face aux députés, face à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous avez un peu perdu de la place, parce que c'est là que se déroule et on vote les lois. Et là, vous avez quand même un faible taux de députés aujourd'hui qui peuvent encore défendre par rapport aux institutions. Et là, je ne sais pas, et comme vous avez dit par rapport à la mobilisation, et on doit continuer à combattre et à espérer. Voilà. Je peux compléter sa pensée. Au fait, c'est par rapport au beaucoup de départs qu'il y a eu dans les groupes. Ah, d'accord. Parce qu'on a perdu, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de personnes qui sont parties. On a perdu pas mal de places aussi au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat. Comment expliquez-vous cette situation? Vous savez que les élections qui ont eu lieu en 2006, c'est nous qui avions gagné. Jean-Pierre Bemba qui avait gagné. Les élections de 2011, moi j'étais au Congo, ce n'étaient pas des élections, c'était des nominations. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore arrivés dans une situation, dans un contexte où la démocratie devrait jouer réellement son rôle. Non. En 2011, c'était ça. Et comprenez que l'éloignement, parce que la mise en détention de Jean-Pierre Bemba à la CPI était beaucoup plus politique que judiciaire. Ceux qui ont voulu qu'il soit là, ils savaient pourquoi ils le faisaient, c'était pour affaiblir les MLC. Parce qu'ils savaient que les MLC étaient une réalité, une vraie force alternative. Donc, il fallait à tout prix lui en empêcher. L'histoire des débauchages. Les débauchages. Ouais. Le débauchage, ça va de l'homme politique congolais. C'est l'homme politique. L'homme politique congolais, parce que lorsqu'on mène un combat, c'est avec conviction, avec vision et avec un objectif clair et précis. Mais les hommes politiques, ce n'est pas ça. Donc, on ne peut pas apprécier ou juger la situation en fonction, dans un tel contexte. C'est un peu difficile. Je comprends très bien votre préoccupation. Mais la réponse est celle-là. Tout est lié à l'homme politique congolais. C'est grave, c'est pas facile. Oui, nous sommes les hommes et les femmes politiques. Disons que si effectivement il y a ce mouvement de libération du Congo, c'est que le Congo a été occupé et que quelqu'un a pensé maintenant créer un mouvement pour pouvoir se défaire des occupants. La raison pour laquelle, à l'époque, le mouvement de libération du Congo avait une branche armée et qui avait pris vraiment les armes pour pouvoir libérer le Congo. Parce que ceux qui étaient venus croyant libérer le Congo, mais ils étaient venus juste pour chasser la dictature de Mobutu et s'installer, occuper maintenant le Congo. Et en occupant le Congo, ils ne veulent pas partir. Ils veulent maintenant arracher tout ce pays-là. Ils tuent les gens, ils exterminent les femmes, les enfants, etc. pour que le pays reste les leurs. Ils ont besoin du Congo et non des Congolais. Alors, parce qu'ils ont besoin du Congo, ils sont au pouvoir, donc ils ont grimpé jusqu'à occuper maintenant la magistrature suprême. Ils ne veulent pas partir. Ils sont venus par les armes et ils ne veulent pas partir. Ils disent que pour partir, il faut les armes. Alors que la communauté internationale nous interdit de prendre les armes. Il faut négocier.
on continue à négocier. Mais tout en étant intelligent, en sensibilisant maintenant la population, parce que la plus grande armée du monde, c'est la population. Vous êtes entré chez quelqu'un, vous restez là-bas, et si ces gens-là ne veulent plus de vous, ne vont plus obéir. Les hommes politiques qu'on parvient à débaucher, ou tout ça, c'est parce qu'ils sont en tout cas clochardisés. Ils n'ont pas de l'autre côté, dans l'autre camp, il y a l'argent. Et tout l'argent qui entre, s'il y a la mauvaise gestion, ils se partagent. Et avec cet argent-là, ils commencent maintenant à piocher dans l'opposition. Là où on voit il y a des savants, des pensantes, on les rattrape pour pouvoir servir la cause. Mais non, ça va se terminer maintenant. Le peuple s'est réveillé. Il voit maintenant plus loin. Il ne veut plus de ces gens-là. Mais maintenant, c'est comment, quelle stratégie appliquer pour les faire partir. Ils vont finir par partir. Ils vont partir. Merci bien. Alors là, je passe à la... Kabamba. C'est ça, c'est celui-là que je voulais... Excuse-moi, madame la représentante. Je vais parler justement sous contrôle de la représentante. Je reviens un peu sur le deuxième avant de passer aux troisième question. La situation du Zaïre, du Congo, ou depuis l'indépendance, on peut remonter l'histoire. Vous le savez très bien, les amis. On ne va pas entrer dans les détails. Vous êtes des gens, des intellectuels, j'estime. Le problème du Congo, c'est les enjeux mondiaux. Nous avons un problème de multinationales. Ce qui fait que, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Congo a toujours des problèmes à cause de nos matières premières. C'est ça le nœud du problème du Congo. Alors maintenant, c'est à nous les Congolais, parce que c'est facile à reprocher toujours les autres. C'est à nous-mêmes, nos dirigeants, notre population, de prendre conscience et de mettre fin à tous ces bric-à-brac-là. Et les gens continuent toujours à souffrir la pauvreté. Et c'est vraiment les vrais problèmes, les dilemmes du Congo, c'est vraiment l'impasse, c'est notre conscience à nous-mêmes de prendre des choses, parce qu'on a fait des études maintenant, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on tourne toujours en rond, toujours la même situation, mais le but de tout ça là, le multinational, il vise beaucoup sur le Congo pour le développement du monde, sur tout ce qui est plan minéraire, high-tech, tout ça là. Et notre pays ne sera jamais tranquille si nous-mêmes, les fils et les filles de ce pays, on ne prend pas conscience de la chose avant tout, de faire appel aux autres. Merci. Alors, qu'est-ce que le mouvement de libération du Congo peut apporter à la jeunesse? Et surtout cette jeunesse qui se trouve dans la diaspora, cette jeunesse qui est privée des élections. Elle n'est pas éligible, elle ne peut pas élire non plus, parce qu'on ne donne pas l'occasion à la diaspora de participer au processus électoral. Bon, nous savons que la diaspora a en quelque sorte environ 8 millions de Congolais. Mais dans les 8 millions de Congolais qui vivent à l'extérieur, à l'étranger, disons que 7 millions sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Il y en a qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont étudié ici. Et maintenant, est-ce qu'ils peuvent être utiles à la République démocratique du Congo si le mouvement de libération du Congo prenait les choses à main? Il y en a qui sont venus, tout en étant jeunes, mais ils ont quitté l'Afrique, ils ont quitté le Congo, ils se retrouvent à l'étranger. Ils se retrouvent en France, ils se retrouvent en Belgique, aux États-Unis, partout, parlant de l'Europe. Et vous voyez, vous qui êtes là, les jeunes, et si les parents sont au pays, est-ce que vous les oubliez? Et les parents qui sont au pays, les frères, les connaissances qui sont au pays, vivent grâce au transfert.
C'est pour dire que la diaspora, je peux dire surtout la jeunesse de la diaspora, est le levier, c'est un levier économique des parents restés au pays au comble de leur malheur. Nous pensons vraiment à ce pays-là. Tout ce que les parents sont en train de subir là-bas, ça nous affecte et nous ne sommes pas tranquilles. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour eux et surtout pour eux. Nous faisons ce que l'État devrait faire, mais on ne le fait pas. Et quand nous regardons comme ça, nous pouvons dire, mais quelles sont les raisons qui ont poussé les jeunes à quitter leur pays? Ce pays, la République démocratique du Congo, il paraît qu'il n'y en a pas deux dans le monde. C'est le pays le plus riche. C'est tout parmi les riches, mais il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup, bon, disons, même la forêt équatorienne vient en deuxième position après l'Amazonie. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens, les Congolais, quittent leur pays pour venir s'installer ailleurs? Et ailleurs, là où il y a le froid, pour vivre bien pendant presque 9 mois, on est sous les manteaux, tandis que chez nous, il y a le soleil chaque jour. Chaque jour et pendant 12 mois, on est à l'aise. On peut s'habiller, tirer à 4 épingles parce qu'on est chez soi, dans un pays où il fait beau vivre, un pays où coule le lait et le miel. Mais on quitte ce pays-là. On quitte ce pays-là, les uns, par des moyens, disons, les moyens légaux, par les ambassades. Ils viennent pour les études, ils viennent pour une visite familiale, une mission, ils viennent se faire soigner. Mais quand ils arrivent ici, après la mission, après les études, ils ne veulent pas rentrer. Est-ce que ça sera votre cas, si vous terminez? Est-ce que vous allez rentrer en République démocratique du Congo? Je voudrais, pour le moment, avec la situation qui se passe, je voudrais qu'une personne me réponde. Et est-ce que vous pouvez vouloir rentrer aujourd'hui en République démocratique du Congo? Justement, il a fait demander des garanties pour... Qu'est-ce que vous proposez comme garantie? Oui. Alors... Ils vont comment travailler? Oui. Voilà. Je veux un peu paraphraser. Voilà. Parce que le MLC, c'est la reconstruction dans notre programme. La reconstruction, c'est le développement. C'est-à-dire, nous voulons remettre tout le monde au travail. En remettant tout le monde au travail pour ramener le pays vers le développement, ça va ramener les jeunes. Parce que les jeunes veulent savoir s'il y aura du travail pour eux. C'est une garantie. Le MLC veut la reconstruction en ramenant tout le monde au travail. Et c'est le travail, c'est ça les résultats pour le répondant, si vous voulez, pour les jeunes. Je voulais juste compléter une chose. Je pense que au niveau du MLC, bon, nous attendons encore le projet des sociétés qui sera rendu public par notre président national. Mais je crois que dans ce projet, le président mettra l'accent particulier évidemment sur la situation de la jeunesse congolaise, de la diaspora. Pas seulement au niveau de la jeunesse, concernant tous nos compatriotes de la diaspora, en préconisant d'abord le principe de la double nationalité. C'est un combat politique, c'est-à-dire les textes existants aujourd'hui dans notre pays s'avèrent être en déphasage avec la société. Nous devrions, nous étant que MLC, travailler là-dessus afin que nous puissions maintenir un certain équilibre. L'équilibre qui voudrait que la nationalité d'origine soit acceptée et concurremment à une autre nationalité, les citoyens congolais qui détiennent la nationalité congolaise puissent avoir la possibilité de détenir une autre nationalité sans perdre sa nationalité d'origine. Je crois que ça fait partie du combat politique qui vont nous intéresser tous durant la mandature prochaine. Et dans ce projet, je crois que les MLC ne restera pas en marge. Nous allons nous y impliquer aussi, afin que cela devienne une réalité. Je ne sais pas si
Oui. Parce que je suis persuadé que la jeunesse, parce que je vois au Congo, les jeunes qui apprennent à l'étranger, ils préfèrent plus aller travailler en RDC. C'est-à-dire, il y a un cordon ombilical qui reste lié, il reste attaché. C'est devenu une fierté pour la jeunesse de la diaspora de se déclarer congolais, d'aller travailler au Congo. C'est pour cette raison que nous avons assisté. On ne peut pas reconnaître seulement l'équipe de football. Mais à part les footballeurs, nous avons des ingénieurs qui sont dans la diaspora. Ce sont des catégories de population que notre pays a réellement besoin, que nous ne pouvons pas négliger. Donc, je pense que de la même manière qu'on a accepté que les footballeurs qui détiennent des doubles nationalités puissent aller servir le drapeau national au niveau du monde du football, de la même manière, je pense, moi, en ma qualité de militant du MLC, que nous devions accepter aussi que tous les ingénieurs qui se forment ici, qui puissent avoir la possibilité de rentrer au pays, servir aussi notre pays. Oui, je veux, effectivement, juste pour les jeunes, disons que quand on termine ici, on a des diplômes, etc., on se fait embaucher. Et vous savez, il y a même certaines personnes qui subissent la discrimination à l'embauche. Vous êtes ingénieur, vous êtes magistrat, vous êtes médecin, mais parce que vous êtes congolais, parce que vous êtes africain, voilà, parce que vous êtes homme de couleur, on vous prend. On peut vous prendre, mais pas pour exercer les fonctions pour lesquelles vous avez suivi la formation. Voilà. Un médecin, vous terminez, ben on vous prend comme assistant, voire même infirmier, quelque chose comme ça, interne, des trucs comme ça. Voilà. Vous voyez un ingénieur, mais qui est là, ingénieur, mais il est maintenant dans le service Pôle emploi, on voit dans ce qu'on appelle entretien. Il devient chef de comment on appelle des échauffeurs. Échafaudage, des trucs comme ça. Hein? Donc, il est éboueur, mais il a l'argent, hein? Il est payé. Par contre, son collègue qui lui a terminé, qui est rentré au pays, il tombe dans ce qu'on appelle le chômage. Parce qu'il y en a maintenant, c'est 87% hein, le taux de chômage en République démocratique. Il n'a rien. Il est rentré avec des diplômes, mais voilà, ce n'est pas utile. Ici, il sera utilisé, mais à autre chose. Mais avec un MLC au pouvoir, l'accent sera mis sur les compétences. Vraiment, en tout cas, on va vraiment en tout cas utiliser des jeunes qui sont là, qui travaillent ici, et pour aller développer le pays, parce qu'on aura besoin de développer le pays. Disons, tous les talents seront utiles pour le pays. Il y aura ce qu'on appelle, ça ne sera pas ce qu'on appelle fuite de cerveau, qui peut venir travailler à l'extérieur, dans le nord, mais ça sera maintenant le nord, donc l'immigration du nord vers le sud. Donc vous allez développer le sud. Et si ça se fait, ça sera quelque chose il y aura du boom économique, tout ira. Ne vous en faites pas, on pense à ça, on ne peut pas développer le pays sans les jeunes. J'aime aller. D'accord, ok. Ce que moi j'aimerais bien tout simplement dire est que lorsqu'on parle des jeunes, les jeunes qui sont ici, les jeunes Congolais qui sont aux États-Unis, les jeunes Congolais qui sont où? Mais nous avons quitté le pays étant jeunes. Donc, il ne faut pas tout simplement parler des jeunes qui sont ici. Même nous, on a été jeunes. On a quitté le pays jeunes. On est arrivé ici, on a fait des études, on a terminé, on a eu des diplômes universitaires comme des Français, des Belges, des Américains. On est resté ici, mais on est sorti jeunes. Donc, la question est voir comment notre pays est détruit.
les étrangers ont réussi à détruire notre pays en détruisant les bureaux d'état civil. Nous devons organiser l'état civil. Les Congolais, nous devons, ça doit être vraiment un travail de fond. Demander, comme notre frère a dit, choisir une ville, peut-être au Congo, au Kasaï, au Kivu, quoi, centre national d'état civil, où tous les Congolais doivent être identifiés là-bas. Imaginez, bon, pour terminer ça, je vais tout simplement vous donner un exemple. J'envoie de l'argent à mon frère, à l'enfant de ma soeur. Il y reçoit l'argent par Western Union. Son nom c'est tel. Il va chercher l'argent, on les complique et dit bon, il m'appelle oncle, c'est très bien, oncle. L'argent que vous m'aviez envoyé, je suis arrivé chercher ça à Western Union, mais on m'a compliqué à cause du nom. Bon, je vais changer les noms demain, je vais vous donner ces noms pour que vous puissiez changer les noms. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et puis j'ai accepté, dit bon d'accord, faites ça. Et puis le lendemain, il est allé au bureau d'état civil. Je ne vais pas citer la ville, bon, c'est une grande ville, je la cite, à Kisangani. C'est une grande ville. Il y va au bureau d'état civil, bon, il change le nom, il devient un autre nom. Et puis il me téléphone, bon, tonton, papa, écrivez ces noms-là. C'est un problème des crises identitaires au Congo. Oui, et puis j'écris les noms qu'il m'a donné, son nouveau nom. Quelqu'un qui a 30 ans. Un pays sans identité, c'est pas normal. Bon, bon, je termine, s'il vous plaît. Maintenant, je lui dis, bon, écoutez, envoyez-moi les nouveaux noms. Il m'a envoyé les nouveaux noms. Je suis allé au bureau d'État de Western Union. Je dis, bon, écoutez, je vais changer, je vais envoyer à quelqu'un d'autre. Ah oui, bon, il n'y a pas de problème. Quels sont les nouveaux noms? J'ai donné les nouveaux noms. 30 minutes après, c'est le Western Union qui m'indique que M. Tel a reçu son argent. Alors, Merci. Vous comprenez que tout est à refaire. Alors, des fois, c'est nous, les Rwandais, les Américains, les Belges, tout le monde a réussi à nous détruire. Nous n'avons pas d'identité. Alors, vraiment, ce que vous avez dit, nous devons commencer par organiser l'état civil. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste, j'interviens pour compléter Maman Anastasie et Papa Bernard pour la question de Stallone. Et vu qu'on court aussi derrière le temps, donc on tend très rapidement vers la fin aussi. Donc, c'était pour compléter. Le MLC a une vision politique pour le Congo. Il y a un projet qui est en construction ou qui sera disponible dans pas très longtemps. Et dans ce projet, nous connaissons déjà les grandes lignes parce que le président, il a bien parlé des grandes lignes à la télé, donc tout le monde a suivi. On a le facteur prioritaire qui est la sécurité, parce qu'un pays sans sécurité, il y a plusieurs facteurs qui sont aussi défaillants quand la sécurité n'est pas au point dans un pays. On connaît que les investisseurs, d'abord, ils ne seront pas attirés à investir dans un pays où le climat sécuritaire n'est pas apaisé. C'est un point très nécessaire et très important, d'abord pour le développement aussi du Congo. Et ensuite, à part le point de la sécurité, il a parlé de notre éducation aussi, pour compléter, pour répondre à Stallone. Il a parlé de l'éducation, il a parlé de l'accès à l'éducation et que tous les enfants puissent avoir accès à l'éducation. Donc il y aura des paramètres qui vont être mis en place pour que cela soit réalisé. Et il ne faut pas oublier aussi que Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui n'est pas étranger de la gestion du pays, parce que pendant 3 ans,
il a géré presque tous les côtés, le côté nord du pays. Il a administré les provinces à partir de l'Équateur, la province orientale et même dans l'est du pays pendant la rébellion. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise d'abord déjà la partie sécuritaire du pays dans les milieux où ça pose toujours problème, donc à l'est et au nord, donc l'est et l'ouest. Et c'est quelqu'un qui a la volonté de faire. Il est déjà passé par là, il a fait, il a réussi à sécuriser et il va continuer à le faire. Et l'autre point, c'était créer une caisse centrale où toutes les recettes seront centralisées pour que ça soit mieux redistribué. Ça aussi, c'est un facteur essentiel parce que dans notre pays, on a des coins où il y a beaucoup de richesses et des coins où il y a peu de richesses. Par exemple, on peut prendre, je prends un exemple, une province qui contribue à 10% dans la caisse nationale. Et il y a une autre province qui ne contribue rien parce qu'ils ne produisent rien. Ils contribuent zéro. Et cette province-là a besoin aussi des ressources pour fonctionner. Donc, ce qui va se faire, c'est que toutes ces recettes vont être centralisées dans une caisse. D'abord, la centralisation va permettre que la corruption ne soit pas permise. Donc, tout sera contrôlé et ça sera redistribué. Donc, la province qui a zéro, s'il a besoin de fonctionner avec 2% de ressources de la République, ils vont lui attribuer aussi ces 2% pour permettre le développement de tout le pays en même temps. Donc c'est dans cette optique-là que la vision de notre président s'impose. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui. Alors, pour ne pas vous dépasser. Merci. Moi, c'est M. Olinga Ben. Nous n'allons pas plutôt quand même sortir de la salle sans pour autant parler de l'actualité qui prévoit actuellement dans le pays. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlons plus de l'invalidation de la candidature du président Bemba. Quelles sont les stratégies prises par le président lui-même, pour ne pas dire le MNC? C'est un problème sérieux. Quelles sont les stratégies? Et puisque vous êtes là, vous dites quoi par rapport à ça? Certainement, vous allez me dire que nous allons suivre la procédure judiciaire. Nous connaissons le Congo. Papa Léon, tout à l'heure, vient de dire qu'on peut changer les noms à tout bout de champ. On est Olenga le matin, le soir, on devient Bemba. Donc, je pense que, étant donné que nous avons vu toutes ces aventures, je pense que nous devrions être quand même sûrs de certaines choses qui font que aujourd'hui, nous ne sommes plus sûrs de ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Nous disons que la Cour constitutionnelle est dans le judiciaire de Kabila. Tout le monde est dans la poche de Kabila. Quelles sont les stratégies que le président a mises en place pour nous rassurer que demain, il va participer aux élections? Merci. Est-ce que, si je vous demandais de passer le micro à celui qui est à côté de vous, parce qu'il est juriste, qu'il essaie un peu de nous dire quelque chose. C'est Serge. Serge nous dit. Alors, en ce qui concerne la situation juridique du pays, tout ce que je peux vous dire, concernant l'invalidation, s'il faut allusion à ça, alors, en tant que juriste, je dois dire ceci, il faut continuer de croire parce que la justice fera son travail. Il faut avoir confiance en la justice. Nous avons des éminents professeurs qui sont juges dans la Cour constitutionnelle. Moi, je pense qu'ils vont dire le droit. Ils vont dire le droit parce que c'est leur travail. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire des choses en catimini qu'en public. Maintenant, ils sont devant leurs responsabilités.
ils vont dire le droit. Alors, il y a un principe des droits qui dit tout être a droit à un procès équitable. C'est un principe des droits, un principe général. La difficulté des droits, c'est peut-être de tromper dans les interprétations des lois, c'est un peu compliqué. Mais tout ce qui est principe des droits, comme par exemple la séparation des pouvoirs, qui est un principe des droits, c'est facile à appliquer un principe des droits. Alors, dans ce qu'on dit, tout être a droit à un procès équitable. Donc, à travers cela, on a le droit de faire appel à une décision de justice. Voilà. Aussi longtemps que le sénateur, le président national, M. Bemba, n'est pas encore condamné en appel. Donc, il n'y a pas lieu de confirmer la condamnation pour l'instant. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur juridique de la part de la CENI. Pour moi, c'est une grosse erreur juridique. On ne peut pas aujourd'hui invalider une personne qui n'a pas encore épuisé son appel. Et j'ai toutes les raisons de croire que le sénateur sortira vainqueur, et MLC sortira vainqueur de cette situation. Donc gardez foi, gardez confiance à la justice. Merci. Si je vais rajouter par rapport à la réponse de M. Serge, pour éclaircir un peu M. Olingaben, donc je dirais plus, on est dans une situation d'irrécevabilité que d'invalidation. Donc, parce que là, comme il a dit, que ce n'est pas encore prononcé, donc sa candidature n'est pas invalide. Donc, c'est pour tout ce que je voulais rajouter. Oui, je rajoute encore, ça continue, mais bon, c'est comme ça. On est en plein débat entre nous. On sait très bien, comme Serge vient de dire, on sait très bien, comme Ben vient de poser sa question, la justice, dans un État, ce n'est pas un État, dans un système dictatorial, il ne faut pas s'attendre à beaucoup. C'est-à-dire, vous le savez très bien qu'on est sous la féodalité des Kabila. Donc la justice est vraiment inféodée. Mais nous, étant que MLC, on ne peut pas sortir des règles du jeu vis-à-vis du monde. On va aller jusqu'au bout, respecter les règles du jeu jusqu'au bout, et puis les restes, on verra. Peut-être on demandera à la population de manifester pacifiquement de notre mécontentement. On ne peut pas faire autrement que ça. Donc, on est en face de nous à un monsieur qui attend des réponses un peu autres que l'esprit de la lettre, c'est-à-dire de lire vraiment pire que les faits. Vous voyez? Parce que normalement, la CENI n'a pas la capacité, n'a pas la compétence de trancher la chose avant que la Cour constitutionnelle. Mais ce qui s'est passé là-bas, on est dans la gêne, mes chers amis. Mais bref, on respecte les règles, et puis attendons un peu, et puis on verra. Mais je sais que le peuple est derrière nous, MLC, et le peuple derrière Jean-Pierre Bemba, parce que je vous dis franchement, c'est le seul espoir pour nous maintenant, pour ces changements de l'alternance, sinon le pays va continuer toujours à souffrir. Et ne perdez pas l'espoir, les amis. On est là pour gagner, et on va gagner. Vive MLC! Merci beaucoup. Vive MLC! Vive MLC. Donc, le temps court derrière nous. Donc, Maman Anastasie va essayer de condenser et de clôturer cet échange parce que voilà, on a déjà dépassé le temps. Donc Maman Anastasie va faire pas condenser, va faire une conclusion et elle va conclure ces échanges. Voilà. Revenons juste sur la dernière question et nous allons vraiment en tout cas clore notre débat sur ça. Avec ça. La Cour constitutionnelle, la CENI sont les instruments de
du chef de l'État, de l'actuel chef de l'État. C'est lui qui a nommé toutes ces personnes qui dirigent ces gens-là, qui dirigent ces instructions. Voilà. Il donne des moyens, il dicte sa volonté et on applique la volonté. Mais le peuple ne va pas le suivre aveuglement. Le peuple va revenir dans une stratégie, on va revenir maintenant à la Constitution, parce qu'il ne respecte rien, même les accords de Saint-Sylvestre, il n'a pas respecté le tout et tout. Alors on va revenir à l'article 64, au cas où vraiment, en tout cas, il ne respectait rien. Rien ne se fera. D'ailleurs, les gens parlent de non-faisabilité de ces élections-là. On parle déjà de cela. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec une machine à voler. On ne peut pas aller aux élections avec des fichiers, vous savez, vraiment déjà corrompus et tout ça. On ne peut pas aller dans ces conditions-là. Donc, il sera maintenant question qu'on laisse tout. Et la communauté internationale, encore une fois de plus, a même déjà désigné un médiateur de ce qui va se passer maintenant. C'est l'ancien président Thabo Mbeki qui va nous amener à la transition sans Kabila. Donc, il ne sera pas là pour organiser ces élections, pour qu'il puisse vraiment, en tout cas, rester toujours au pouvoir, mais sous l'étiquette de son dauphin. Et ça sera maintenant la transition sans lui. Et il partira. Qu'il le veuille ou pas, il va partir. Soyez vraiment, en tout cas, encouragés que nous allons gagner. Merci beaucoup. Merci pour le temps qu'on a passé ici. Les temps sont durs. Vraiment, on voulait normalement, en tout cas, faire beaucoup de choses, parler à une très grande population. Mais hélas, nous sommes là. Merci pour votre présence. Merci vraiment pour l'amour que vous attachez à la République démocratique du Congo. Merci pour ce que vous allez encore faire en appuyant MLC, Dynamique Bemba Président et autres. Alors, félicitations au collectif des étudiants congolais en France. Alors, oui, donc les remerciements s'adressent à tous ceux qui ont répondu présent. Et moi aussi, je vais aussi vous remercier pour compléter Maman Anastasie. Et je vais remercier aussi mon équipe, tous ceux qui m'ont aidé pour que ceci puisse être faisable. Donc, il y a seulement Blaise qui est là, Blaise qui doit là, mais les autres, ils sont indisposés, donc ils étaient là, mais ils sont partis. Donc, il y a Joël, Matsoulou, Francis Ebena. En tout cas, je vous remercie et la suite au prochain numéro. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! MLC viva! 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 Jean-Pierre Bemba, président! Je vous remercie, les amis. C'est la fin de la conférence conjointe MLC, étudiants congolais de France, et Dynamique Jean-Pierre Bemba, président. C'était votre serviteur Kabamba Jacques, le chargé de communication du MLC France. Et tout s'est tenu à Nancy, dans la Lorraine, en France. La conférence débat qui a bien voulu réunir le public congolais, les étudiants, ainsi que les jeunes formant la dynamique Jean-Pierre Bemba, président. Donc nous sommes à la fin. Voilà, ils sont là, ils vont prendre une photo souvenir. Merci, à bientôt.